J'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec Éric Dezolnier, fondateur de Nouveau Monde Graphite. Bonjour. Bonjour Jérémy, merci de me recevoir aujourd'hui. Merci infiniment d'être avec nous. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on parle d'un matériau qui est très important pour la transition énergétique et pour ce qui nous concerne, nous, la voiture électrique et le stockage de batteries. C'est le graphite. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le graphite? Oui, le graphite, c'est une des trois formes de carbone qui est disponible dans la nature. La première, c'est le charbon, qui est un peu un résidu de l'hydrocarbure qui a été cuit en profondeur pendant les années géologiques, mais pas assez pour devenir du graphite. Pour être graphitisé, ça a besoin d'être à 3000 degrés Celsius pour devenir du graphite. Puis si on voulait aller plus loin dans le métamorphisme, bon, ça deviendrait du diamant. Mais le métamorphisme nécessaire pour le diamant est seulement présent à 150 km de profondeur sous les continents. On a découvert un gisement de graphite naturel très métamorphisé, d'excellente qualité pour être capable d'aller dans plusieurs applications. Aujourd'hui, dans le monde tel qu'on le connaît, où est-ce que je trouve du graphite autour de moi? À énormément d'endroits. Je dirais il y a des marchés qui sont plus dominants. On dirait des marchés de commodités il y a plus de volume. Mais il y a beaucoup de marchés de spécialité. Que ce soit dans l'électronique, si on regarde nos tablettes comme ça, dans l'électronique, il y a environ 15 grammes de graphite, non seulement dans la batterie lithium-ion, mais aussi pour dissiper la chaleur. C'est un marché très intéressant, la dissipation de chaleur, puis d'autant plus avec le 5G. Donc, il va y avoir un besoin grandissant en dissipation de chaleur. Donc, ça, c'est un marché très important pour le graphite, mais il y a énormément d'applications, que ce soit les freins pour les véhicules, les brosses des moteurs électriques à carbone. Les deux dominantes maintenant aujourd'hui, c'est les briques réfractaires. C'est des briques qui sont utilisées dans les fours des aciéries pour empêcher justement que l'acierie fonde. Ils ont besoin de mettre des briques. Ça, c'est un marché qui a environ, je dirais, 300-350 000 tonnes de graphite en flocons est nécessaire pour ce marché. Maintenant, il y a un nouveau marché que tout le monde connaît, c'est le marché des batteries lithium-ion, mais c'était un relativement petit marché, environ 9% du marché en 2014. Aujourd'hui, ça représente 25 à 30%, et tout le monde connaît les projections qui s'en viennent, qui vont probablement représenter 2 tiers à 3 quarts du marché du graphite dans le futur pour les batteries lithium-ion, mais aussi les batteries alcalines, les Duracell, les Energizer, c'est des batteries alcalines, ils contiennent énormément de graphite aussi. Les piles à l'hydrogène contiennent environ 10 fois plus de graphite par kilowattheure qu'une batterie lithium-ion. Donc, il y a énormément d'applications au graphite étant donné ses propriétés très diverses, que ce soit sa conductivité thermique, sa grande stabilité thermique à haute température, sa conductivité électrique et aussi sa propriété de pouvoir intercaler les ions de lithium adéquatement puis de rendre la réaction réversible. Donc, il y a plusieurs propriétés qui font que le graphite est utilisé dans énormément d'applications. Et j'en oublie. Ça va du crayon papier qui est le plus basique au marché de la high-tech finalement. Effectivement, j'avais oublié le crayon papier, mais c'est encore environ 2 à 4% du marché, les crayons qu'on dit au Québec, nous, les crayons à mine. J'ai à côté de moi une brique de polystyrène. Bon, ça se fait beaucoup en Europe pour l'isolation Oui, extérieure. C'est du polystyrène expansé. Normalement, il est blanc. Là, il est gris parce qu'il est graphité. Et ça aussi, c'est un marché pour le graphite. oui, c'est un marché très intéressant, vous l'avez dit, en Europe. Il ajoute environ 5% de graphite micronisé pour le rendre plus isolant thermiquement. Et s'ils veulent le rendre retardateur de feu, donc pour retarder la propagation d'un feu, le graphite est non seulement micronisé, mais il est aussi expansible. Donc, il intercale des agents chimiques pour que quand il y a une réaction, quand il est au contact avec la chaleur et le feu, il y a une réaction où il expand beaucoup pour pouvoir couper la barrière d'oxygène. Puis qu'est-ce qui est important, sans émettre d'odeur dangereuse pour les occupants du bâtiment. Donc, c'est un marché très important, très en croissance, je dirais, en Europe, en Asie. On essaie, nous, en Amérique, de convaincre les compagnies en Amérique du Nord d'emboîter le pas vers ce nouveau produit. Là, je pense que BASF en Allemagne est un des plus gros fabricants au monde de ce produit-là. Quel est le pourcentage de graphite dans une batterie? On dit lithium-ion. On parle beaucoup du cobalt et du lithium. Ouais. Le graphite, ça représente quoi dans une batterie?
Bon, il y a deux électrodes dans une batterie. Il y a la cathode, c'est les matériaux de cathode que vous avez nommés, lithium, manganèse, cobalt, aluminium, tout dépendant de la chimie de la batterie. Le lithium-ion, c'est pour souligner le fait qu'il y a une cathode, une anode, puis il y a un ion de lithium qui se promène entre les deux, puis c'est l'ion de lithium qui génère l'électricité. Mais l'anode, l'autre électrode, en ce moment, est toujours en graphite ou très peu de silicium, de silice commence à être, pas de silice, c'est de silicium, un silice transformé, 5 à 10 maximum qui est ajouté au graphite pour augmenter un peu la capacité sans réduire la durée de vie de la batterie. Donc, en ce moment, c'est 95 de graphite. Il y a deux formes de graphite. Il y a du graphite artificiel, manufacturé par l'humain, et du graphite naturel, qui a été manufacturé, comme je vous ai expliqué, pendant des millions d'années par la nature. Donc, il y a les deux produits qui se compétitionnent dans les batteries lithium-ion. Ces produits-là ne se compétitionnent pas toujours dans tous les marchés, mais dans le lithium-ion, ces deux produits-là sont en directe compétition. Et donc, si bon, on a tous les deux des Tesla, qu'est-ce que ça représente, du coup, en termes de poids, de volume, le graphite par rapport aux autres matériaux? C'est environ 1,2 kg de graphite par kilowattheure de batterie. Donc, si vous avez une Model 3, sûrement 75 kWh, Ouais. peut-être aux environs de 90 kg de graphite. Donc, c'est significatif. Si on avait 100 kWh, comme ici la Model X 100D, bon, ça, c'est environ 120 kg de graphite. C'est plus qu'un humain en poids de graphite, donc c'est très significatif. Le graphite, c'est quelque chose qu'on peut réutiliser ou ça fait partie des éléments qui seront mis en décharge suite à la fin de vie de la batterie? Ben, je dirais le cycling, j'allais dire en anglais, le cyclage des batteries dégrade le graphite graduellement. Puis l'expansion à chaque cycle dégrade graduellement le graphite. Nous, le procédé de purification qu'on a développé nous permet de recevoir du graphite qui a été utilisé et de le retraiter thermiquement, de le repurifier pour le mélanger avec notre graphite qu'on produit directement à notre mine. On travaille avec un projet ici qui est en vogue, un projet qui s'appelle Lithium, un projet d'une firme d'ingénierie de Montréal. Eux, ils font la technologie de recyclage, mais nous, on s'intègre à eux pour récupérer le graphite et le réutiliser dans les batteries lithium-ion. Ça va être essentiel de faire ça. Si on considère les quantités qui vont être utilisées à partir de 2025, ça va être des millions de tonnes à chaque année supplémentaires causées par les batteries lithium-ion. Donc, on a vraiment besoin de recycler ce matériel-là graduellement entre 2025 et 2030 parce qu'à partir de 2030, 2035, il n'y aura pas suffisamment de graphite sur la planète pour justifier. Puis c'est pas l'essence de l'électrification des transports de bouger le problème de l'émission, des émissions de gaz à effet de serre vers un autre problème d'exploitation des ressources naturelles. Donc, le recyclage est vraiment au centre du développement de notre projet pour s'assurer que, au fur et à mesure qu'on produit du nouveau graphite qui vient du sol, qu'on soit aussi en mesure de recycler celui qui a déjà été utilisé pour que notre projet survive le plus longtemps dans le temps, là. Même ce matériau peut être régénéré et réutilisé, peut-être pas forcément dans des batteries, mais pour d'autres applications ou l'isolation ou d'autres types. Oui, effectivement, il y a un premier recyclage de batterie qui est juste de sortir la batterie d'un véhicule électrique et de l'utiliser comme stockage d'énergie il y a beaucoup moins de contraintes comme nous sur notre projet minier. On va utiliser 28 mégawatts de puissance. Donc, on a avantage. Au Québec, il n'y a pas encore de prix différent la nuit par rapport au jour. On n'a pas le prix est toujours le même. Mais on prévoit dans le futur que ça va être très pertinent que nos camions de mine, on puisse réutiliser les batteries qui vont avoir été utilisées dans nos camions de mine à l'intérieur d'une station de stockage d'énergie à même notre opération minière. On ne l'a pas encore mise dans notre projet, mais c'est quelque chose qu'on a sur la table de pouvoir réutiliser ces batteries-là. C'est le premier niveau de recyclage.
avant que la batterie ait réellement perdu toute son utilité et que là, maintenant, il faut la briser en 1000 morceaux pour aller récupérer chacun des minéraux. Il y a un grand débat sur le minage des matériaux, que ça pollue, notamment avec l'Asie qui est le principal fabricant du monde et notamment de batteries pour les voitures électriques. À quel point votre solution peut apporter justement un avantage pour ce domaine-là? Oui, exactement. Si vous regardez, je me souviens d'un reportage du Washington Post aux États-Unis sur des mines de graphite en Asie, de la manière qu'elles sont opérées. Depuis le début qu'on a découvert le gisement de graphite, on a eu la chance de le découvrir tout près des infrastructures, hein. Donc, quand on recherche un gisement pour l'exploiter, on espère qu'il est tout près des routes, tout près de l'électricité, tout près de la main-d'œuvre, mais ça joue souvent paradoxalement avec la proximité des communautés qui parfois, avoir un projet minier tout près de leur résidence, c'est un défi. Et c'est pas nécessairement la chose que les villégiateurs qui sont à 1h30 de Montréal, quand ils avaient acheté un chalet, c'était pas la chose qu'ils désiraient. Donc, c'est important depuis le début, nous, de développer notre projet avec les plus hauts standards environnementaux, tant pour diminuer le bruit au maximum que de l'exploiter d'une manière que sur des centaines d'années, il ne générera pas par exemple, d'acidité dans nos résidus. Et on a la chance de vendre un produit qui sert le marché des batteries lithium-ion. Donc, on a commencé en 2017 à faire la recherche sur les véhicules miniers qui pourraient être 100% électrifiés. Et on en est venu à la conclusion que le marché n'était pas nécessairement là en 2017, mais durant notre développement qui n'était pas terminé, hein, on s'apprête à construire notre projet dans quelques mois, le marché il allait se développer puis qu'on allait être en mesure de développer une mine 100% électrique pour le début de nos opérations en 2022. Puis je vous confirme que c'est en train de se réaliser. Il y a beaucoup de manufacturiers, particulièrement les manufacturiers européens et japonais, qui emboîtent le pas et qui sont en train de développer des flottes 100% électriques en ce moment. Puis on sert un peu de plage de lancement pour eux et de plateforme là, pour faire la démonstration de leurs appareils. Donc, on est très, très excités par notre projet qui, dans le fond, grâce à notre mine électrique, électrifiée par de l'hydroélectricité carboneutre au Québec, nous permet de développer un produit de graphite qui va être carboneutre pour nos clients. Donc, c'est quelque chose de très, très important, mais particulièrement pour les manufacturiers européens qui semblent avoir, depuis le 1er janvier 2020, beaucoup de restrictions du gouvernement européen au niveau de la carboneutralité, qui se traduisent maintenant par des pénalités. Donc, ça se traduit pour nous comme un apport important par rapport à ce que d'autres manufacturiers de graphite asiatiques ne peuvent vraiment pas offrir, puis non plus en Afrique. Donc, la carboneutralité pour nous, puis le développement de notre projet minier avec les plus hauts standards, c'est demandé par nos clients, c'est demandé par notre communauté d'accueil, et c'est maintenant quelque chose qui est dans notre ADN de tous nos employés, puis ils doivent souscrire à ce code-là. Là. Jusqu'à présent, tout ce qui est production industrielle, c'est très polluant. On voit ces images de rejet d'acide directement dans la mer ou dans les fleuves, dans les rivières. Et là, ce que vous essayez de faire, c'est vraiment d'aller vers un cercle vertueux hein, d'autoconsommation le plus possible. À quoi va ressembler le paysage derrière vous? Comment vous allez le laisser finalement? On a développé notre projet minier, puis il y a trois grandes façons qu'on gère nos résidus qui sont innovantes. Bon, premièrement, on fait ce qu'on appelle de la co-disposition. C'est un grand mot parce que nous, avec le graphite, malheureusement, il y a de la pyrite de fer dans notre roche. Il y a de la roche, il y a environ 2 à 3 de pyrite de fer dans la roche. Si on laisse la pyrite de fer dans nos résidus miniers sans s'en soucier, avec l'eau et les intempéries, ça va générer de l'acidité dans le sol quand ça va se transformer en d'autres trucs. Dans notre procédé, on isole la pyrite de fer au même endroit et on l'encapsule dans notre résidu qui n'a plus aucune pyrite de fer. Donc, on va avoir 18 de nos résidus miniers qui vont être la pyrite de fer isolée, 82 qui n'aura plus aucune trace de matériel qui est générateur acide.
comme la pyrite de fer. Fait qu'on appelle ça l'encapsulation. Ça permet de remettre la pyrite de fer dans le même état qu'elle est aujourd'hui, sous la terre, pas en contact avec l'oxygène, pas en contact avec les intempéries pour ne pas générer d'acidité. Il n'y a pas une mine qui a la même composition chimique exactement, qui a les mêmes quantités, qui a la même géométrie. Donc, chaque mine doit un peu prendre les techniques, le state of the art, comme on dit en anglais, là, voir l'état de l'art et d'avancement optimal pour designer son projet pour avoir le moins d'impact environnemental. Puis le défi, c'est, durant l'opération, c'est pas là le défi. C'est s'assurer qu'on développe un projet que pendant les centaines d'années qui vont suivre la fermeture de notre projet, que ça commence pas à générer de l'acidité dans 50 et dans 100 ans, qu'on ait configuré nos résidus miniers d'une manière qu'ils sont stables pour toujours. La deuxième chose, c'est qu'on remblait derrière nous. Donc, à partir de l'année 5, on remblait derrière nous pour remplir le trou, d'en fait, là, de retourner le matériel encapsulé dans le fond de la fosse, sous le niveau de l'eau, pour en plus avoir une deuxième protection. Et la troisième chose, c'est qu'on fait la restauration progressive. Donc, on va semer au-dessus des résidus au fur et à mesure de la végétation pour s'assurer qu'on n'attend pas à la fin de l'opération minière, mais au fur et à mesure que ce soit jamais quelque chose de, comme on peut voir parfois, là, des images de paysages complètement morts, hein, comme si on était sur la planète Mars. Ça ressemblera jamais à ça, notre opération. Le but, c'est de restaurer une forêt existante. Oui, exactement. Mais bon, une forêt, le désavantage de refaire une forêt, ça va déstabiliser nos résidus. Donc, il y a certains arbres qui sont préférables que d'autres selon l'enracinement dans nos résidus pour s'assurer que ça reste stable. Étant donné qu'on va avoir un matériel qui n'a pas exactement les mêmes propriétés que celui d'aujourd'hui. Donc, il y a toute une batterie d'experts en environnement au Canada. On a la chance d'avoir beaucoup de profondeur au niveau expertise minière puis comment bien restaurer les sites miniers. Mais c'est pris avec le plus grand souci. Puis je suis persuadé dans les 10 prochaines années, on va voir graduellement l'environnement être au cœur des décisions de nos clients où acheter leurs produits. Et nos clients vont venir, ils viennent déjà aujourd'hui, là, les manufacturiers de batteries lithium-ion. On a des grosses entreprises manufacturières de véhicules qui, pour la première fois de leur vie, n'ont pas le choix d'avoir des experts miniers puis venir visiter des projets comme le nôtre. Ils vont continuer de le faire. Donc, c'est important quand ces clients-là, ces manufacturiers de batteries lithium-ion-là viennent, qu'ils voient une opération qui sont fiers de s'associer avec. Et là, actuellement, si ceux qui viennent justement vous voir, ils voient quoi? C'est un site test, pré-préparation avant le lancement vraiment de la mine? Ben oui, effectivement, on a une opération de démonstration aujourd'hui qu'on a décidé de construire en 2018. Donc, on a produit environ 400 tonnes de graphite à 5 km de notre gisement minier. On a une ancienne usine à panneaux de bois qui appartient à Louisiana Pacific. On s'est installé, construit le circuit de flottation complet. Et on a un site minier dans lequel on extrait le minerai quelques fois par mois. On l'amène à l'usine et on ramène le résidu. Puis on a construit des cellules de co-disposition, comme je vous mentionnais auparavant, pour démontrer aussi aux autorités gouvernementales la manière qu'on gère nos résidus aussi, qui est très acceptable. Donc, j'invite tous vos auditeurs français qui veulent venir visiter le Québec à Montréal, s'ils veulent nous contacter. Vous êtes les bienvenus à venir visiter notre opération, je dirais 1h30 au nord de Montréal, un très beau coin, Saint-Michel-des-Saints. Il y aura vraiment un côté pédagogique aussi? Oui, effectivement. Durant notre opération commerciale, on va avoir un centre d'interprétation. On a un plan d'intégration au territoire très intéressant pour la communauté locale parce que l'idée était de ne pas nuire au tourisme, mais plutôt d'aider au tourisme. Comme si on regarde les statistiques de la mine Malartic, que vous connaissez peut-être, une très grosse mine d'or en Abitibi. Il y a environ 15 000 visites par année de la mine. Donc, nous, on a décidé de non seulement avoir un centre d'interprétation, permettre aux gens de venir visiter notre opération tout électrique, mais aussi on a développé des sentiers de vélo de montagne
environ 30 km de sentiers de vélo de montagne qui vont être développés, c'est un projet qui est en cours en parallèle pour aller faire du vélo de montagne et d'avoir un surplomb sur notre projet minier, visiter de cette façon-là le projet. On a un bureau en ville à Saint-Michel-des-Saints. S'il y a, il y a des gens, par exemple, qui arrivent de manière impromptue, il y a toujours moyen d'organiser quelque chose. Les gens là-bas à Saint-Michel, des fois, ils sont surpris. Ils disent, bon, OK, oui, on va aller faire visiter le projet, mais c'est possible parce que c'est un petit village, les gens sont très accueillants, puis les gens nous connaissent, donc ça se fait assez facilement d'aller visiter à la dernière minute notre projet. Il y a une espèce d'idée reçue vraiment très forte, très fortement marquée, comme quoi bah, tout ce qui est mine, industrie, et c'est ce qu'on veut dire renouvelable, en fait, ça serait que du greenwashing. Donc je pense que c'est vraiment important ce que vous faites de faire voir in situ votre projet, quoi. Oui, non, effectivement. Effectivement, puis je vois que ça peut être facile de tomber dans le greenwashing. Par expérience, ils pensent, ah, on développe un projet carboneutre, oui, mais il faut être conscient de nos gestes. C'est pas parce qu'on veut être gentil, on veut être carboneutre qu'on l'est automatiquement. Il y a des efforts à faire. Il faut vraiment concrètement comprendre l'impact qu'on a sur la nature. C'est encore plus important de le faire quand on a un projet minier. On extrait un matériel, on enlève de la végétation dessus. Il faut calculer l'empreinte globale de notre projet pour s'assurer de bien la compenser. Et la compenser, c'est le dernier recours. Il faut l'éviter avant, puis il faut être en mesure de développer le projet qui a la plus faible empreinte pour démarrer. La compensation, c'est la dernière étape quand on n'a pas trouvé d'autres solutions. Donc, effectivement, le greenwashing, c'est un panneau à ne pas à éviter, un piège à éviter. Au niveau environnemental, notre projet, somme toute, va réduire les gaz à effet de serre sur la planète parce que si l'électrification des transports se fait avec un graphite loin d'être carbone neutre produit en Chine, il y a un impact environnementalement beaucoup plus grand qu'un graphite qui est produit localement ici au Québec, carbone neutre, surtout pour les clients nord-américains et les clients européens. Les clients asiatiques, c'est pas ceux qu'on vise, c'est vraiment le marché nord-américain et européen, justement pour réduire cette empreinte carbone de la batterie lithium-ion. C'est important de le faire. On parle de l'Europe, il y a pas mal de projets on va dire de gigafactory pour reprendre le terme de Tesla, de batteries qui voient le jour. En Europe, on parle de l'Airbus des batteries. Est-ce que c'est quelque chose que vous entendez outre-Atlantique et est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça? Oui, effectivement, ben, vous savez, la plus grande conférence minière de l'année se déroule à Toronto, hein, au début mars. Ça s'appelle le PDAC, le Prospector Developer Association of Canada. C'est environ 30 000 personnes de partout sur la planète qui se déplacent à Toronto. J'ai été agréablement surpris cette année de voir la quantité de délégués européens qui ne connaissaient pratiquement rien au domaine minier. Ils étaient mandatés par soit des manufacturiers de batteries ou des gouvernements européens pour venir comprendre comment le domaine minier fonctionne, puis parler aux projets de graphite comme le nôtre, et aux projets de lithium et aux projets de matériaux de batterie. Donc, puis on a eu beaucoup de discussions avec le gouvernement québécois, par exemple, qui est beaucoup plus, je dirais, expérimenté dans les projets d'exploration minière. Donc, il y a réellement un gros intérêt des gouvernements européens et des manufacturiers européens. Et sans entrer dans les conversations confidentielles dans lesquelles nous sommes, je peux vous confirmer qu'il y a beaucoup d'intérêt de l'Europe, de clients potentiels. Puis ces clients potentiels-là, c'est pas des petits clients qui font des panneaux de polystyrène que j'ai vus à côté de vous, mais c'est des clients qui demandent des très grosses quantités de graphite et ils n'ont pas le choix de parler au projet pour tôt dans les projets participer au partenariat. Ils sont obligés maintenant de s'intéresser à ce produit, sachant qu'il y a quelques années, ils déléguaient tout à l'Asie justement hein, pour acheter leurs cellules. Et ils sont bien maintenant obligés de produire leurs propres usines. Donc c'est peut-être là devient leur intérêt. Exactement. Puis dans la nouvelle économie qui va se créer post-pandémie,
Les gouvernements devront choisir les secteurs qui pourront recevoir un peu plus d'aide gouvernementale. Le gouvernement ne pourra certainement pas aider tous les secteurs, hein. Donc, je pense que c'est regarder d'un très bon œil, du moins ici au Québec, au Canada, les secteurs liés à la diminution de l'empreinte carbone. C'est des secteurs qui vont être favorisés. Et comment vous faites aujourd'hui pour trouver des partenariats de gens qui vont fabriquer des machines électriques? Il faut vraiment tout repenser, comment ça peut être fait. Ok, vous avez vos ingénieurs pour travailler sur le site, mais là c'est vraiment de l'extérieur, il faut trouver justement ces grosses machines électriques. Où est-ce qu'on en est là-dessus? Vous savez, Volvo ont développé une carrière 100% électrique en Finlande. Donc, Volvo est un pionnier dans l'électrification des véhicules miniers. Donc, c'est un des fournisseurs avec qui on discute en ce moment comment on pourrait développer une flotte complète pour nous. Mais Volvo est au centre de ces discussions-là. Il y a aussi la petite compagnie en Suisse, E-Mining, qui ont développé ils ont converti un 65 tonnes, là, un HD 605 là, de Komatsu. Donc, c'est le plus gros véhicule électrique au monde en ce moment. Il opère dans une carrière en Suisse. Je l'ai essayé, j'ai embarqué dedans. Waouh! C'est très impressionnant. On voit que l'électrification des transports n'est pas quelque chose de si compliqué. C'est une technologie qui est beaucoup plus simple à la base qu'un moteur thermique. Donc, on discute en ce moment avec l'entièreté de ces manufacturiers-là, puis on est très confiant qu'on va avoir une solution qu'on va pouvoir annoncer au public dans les prochains mois. Il y a aussi peut-être Elon Musk à contacter en personne. Il est présent sur ce marché-là. En fait, je pense que je peux révéler ce petit bout de discussion-là avec Tesla, étant donné qu'il a été initié par moi. Mais effectivement, j'ai envoyé une lettre à l'équipe de Tesla pour leur demander leur support pour l'électrification de la mine. Lettre que j'attends incessamment un retour. J'aimerais bien un retour d'Elon là-dessus. Et si aujourd'hui Tesla décidait de convertir un véhicule comme Caterpillar ou Komatsu, d'utiliser une coquille existante, il ferait ça en quelques semaines. Ça serait facile pour une compagnie comme Tesla. Ils ont déjà les moteurs avec le wattage nécessaire. Ils ont déjà les méga chargeurs de semis, les semis pour les semi-remorques. C'est identique. Ils ont déjà les battery packs pour le semi. Donc, l'équipement du semi réutilisé dans des moteurs, dans des coquilles pour les véhicules de mine, ça serait la meilleure solution technologique, assurément. Mais bon, il reste à voir si c'est d'intérêt pour eux d'avoir une mine carboneutre et s'impliquer dans ça. Vous pouvez peut-être m'aider, Jérémy, là-dedans. Quand est-ce qu'on pourra avoir dans nos voitures électriques du graphite made in Canada? Made in Canada. Bon, excellente question. La réalité, ça va être milieu 2022. On va obtenir notre permis durant l'été, notre permis de débuter l'opération et de construire l'opération. Par la suite, c'est 18 mois de construction à partir de cet automne et 6 mois de démarrage. C'est des grosses opérations. C'est environ 2 ans après le début de la construction on va entrer en production commerciale. Donc, je dirais le milieu 2022 ou 1er septembre 2022, on devrait commencer à produire du graphite qui, nous l'espérons, va être dans les meilleurs véhicules électriques tiers 1. Vous arrivez vraiment au bon moment, j'ai envie de dire. Il y a 136 usines de plus de 1 gigawattheure de capacité qui sont en construction aujourd'hui. Et à partir de 2023-2024, ça va être 1,8 million de tonnes supplémentaires de graphite nécessaires. Donc, effectivement, j'imagine ces manufacturiers de batteries-là se sont coordonnés ou synchronisés avec l'augmentation des ventes de véhicules électriques. Et nous, on se synchronise avec ces manufacturiers de batteries lithium-ion pour pouvoir fournir le matériel en graphite qu'ils ont besoin. Est-ce que le graphite a un grand avenir dans les batteries, dans les prochaines évolutions technologiques de batteries? Dans les 136 usines que je mentionnais actuellement, 100% des projets sont avec la technologie d'aujourd'hui, lithium-ion, avec des chimies qui varient. Les chimies de cathode varient, mais l'anode est toujours du graphite. Quelle va être la prochaine vague de commercialisation de batteries? C'est très difficile à prédire.
laquelle de ces technologies en laboratoire-là qu'on entend à chaque semaine va pouvoir percer commercialement comme le lithium-ion. C'est très spéculatif. Mais nous, bien entendu, on suit avec un très, très grand intérêt ce que Tesla fait, qui est vraiment au cœur de la commercialisation. On suit les travaux de M. Jeff Dahn, hein, ici au Canada, de l'Université Dalhousie à Halifax. Le dernier travail qui a été publié, je pense, il y a quelques semaines, qui a été sur Electrek la semaine dernière, c'est un qui concerne une batterie, une cellule hybride avec du graphite et du lithium métal. Très intéressant. Donc, tous nos recherches suggèrent que durant le Battery Day de Tesla, ils vont pouvoir nous annoncer pas une nouvelle technologie révolutionnaire, mais plutôt une manière de commercialiser encore davantage le lithium-ion avec quelques améliorations qui vont permettre de réduire les coûts. C'est vraiment notre interprétation. Euh, Puis on espère avoir l'annonce d'une, comment qui est, pas giga, mais Terra, Terra, c'est ça, Terra exactement. Factory, Le oui. Terra Factory, au Québec, ça serait exceptionnel. Mais je pense qu'il parle plutôt du Texas ou de la Californie. Donc, le mystère est très, très présent, mais on a hâte au Battery Day de voir un partenaire potentiel, un client potentiel de cette ampleur-là, voir vraiment ses stratégies à long terme. C'est très intéressant pour nous. On parle souvent des solid state batteries, hein, batteries solides. Mhm. Est-ce que c'est périn le graphite dans la batterie d'aujourd'hui, de demain? Ben, effectivement, le solid state, il remplace l'anode par une anode de lithium métal et l'électrolyte, au lieu d'être un électrolyte liquide, c'est un électrolyte solide. Donc, il y a énormément de défis à faire ça. La batterie à l'état solide existe depuis les années 60. Ça fait beaucoup de décennies qu'ils essaient de développer cette technologie-là correctement. Il y a beaucoup de recherches très intéressantes aujourd'hui qui suggèrent que quelqu'un va y arriver à un moment donné, mais il n'y a pas de date aujourd'hui de savoir quand on va avoir la première usine et la première commercialisation du solid state. Donc, j'ai assisté à une présentation de Apple qui était très intéressante. Puis le monsieur d'Apple, il disait justement qu'il avait fait un iPhone avec une batterie à l'état solide. Ça fonctionnait bien, il y avait une bonne capacité. Bon, la durée de vie n'était pas très bonne, mais ça fait leur affaire souvent à Apple. Hmm. C'est vrai. C'est pas la priorité pour eux, c'est plutôt la capacité qui est importante pour eux. Mais il disait, le seul problème, c'est que la batterie, elle coûte en ce moment 100 000 Ouf. Puis c'est une toute petite batterie dans le truc. Fait que je pense que le solid state, il va percer au début dans l'aérospatial, par exemple, les fusées ou dans les jets ou dans les marchés qui peuvent justifier acheter une batterie de quelques millions de dollars qui a été manufacturée très Sur mesure à la quasiment. main. Hmm. Ouais, exactement. Ça va être des applications de niche les batteries vont coûter très cher. Et si les gens voient qu'il y a une manière de le commercialiser pour que ça réduit les coûts, bon, on va voir des usines comme celle de Tesla qui a été annoncée en 2014 et qui est maintenant est en opération. Donc, il va y avoir, là, tu sais, c'est pas avant 2035, 2040 que je prévois peut-être une autre vague de technologie un jour qui pourrait percer, là. Puis le lithium-ion va toujours continuer de s'améliorer incrémentalement d'ici là. Donc, la différence entre les différentes technologies va toujours être encore plus grande tant qu'il n'y aura pas vraiment une technologie qui change la donne à tous les niveaux, là. Et puis en plus, là, avec Tesla, s'ils arrivent à passer le cap des 100 dollars, il y en a pour C'est ça. quelques années avant d'être dépassés par autre chose. Le marché, encore le plus gros marché pour les batteries aujourd'hui, c'est toujours la batterie au plomb, hein. Hmm. La batterie au plomb, c'est un énorme marché, puis c'est pas parce que c'est une technologie exceptionnelle, c'est parce que c'est la technologie qui coûte le moins cher, qui est très recyclée à 99%, donc ça répond à tous les critères de commercialisation. Donc effectivement, si le lithium-ion aujourd'hui est en phase de commercialisation agressive, il va être très difficile à déloger, là. Les usines qui sont en construction aujourd'hui, ça va être pour une génération. Euh, ça va prendre une technologie vraiment supérieure à ce qu'on voit aujourd'hui du solid state pour justifier
une commercialisation, une nouvelle commercialisation comme ça, là. Merci beaucoup d'avoir pris votre temps pour discuter de ça. J'espère que ce projet va pouvoir démarrer en force et qu'on pourra avoir les batteries vraiment très prochainement avec votre graphite. Et puis aussi, pourquoi pas pouvoir se rediscuter une fois peut-être après le Battery Day pour voir ce que vous en pensez, savoir ce que vous voyez justement par rapport à ça comme évolution du marché, qu'est-ce que ça vous donne à vous, parce que nous on attend ça avec impatience, mais je pense que quand on est professionnel dans ce domaine-là, on attend encore plus avec impatience les informations concernant Battery Day. Ouais, j'espère avoir le sourire quelle batterie. Merci beaucoup de m'avoir reçu aujourd'hui, Jérémy. Et je réinvite, si vous venez dans l'Est du Canada cette fois, vous êtes le bienvenu à Montréal. On pourra discuter davantage de tous ces sujets passionnants. Ouais, ça serait avec plaisir de visiter justement cette mine. Ça serait vraiment un grand plaisir pour moi. Excellent. Ben, merci beaucoup, Jérémy, hein. À bientôt. Bonne journée. Dear Elon, my name is Eric, CEO and founder of Nouveau Monde Graphite. I'm writing you this letter to tell you we found millions of tons of graphite, enough to produce trillions of pencils. But these days, who needs that many pencils? What we really need is a change towards cleaner energy and more massive lithium-ion batteries that can drive themselves. We want to partner up with the EV industry to supply our kick-ass graphite to you guys so you can continue the electric revolution. My English isn't perfect, but our product is. So Rick, what does it say? 99.95% pure. Battery grade, but I guess you expected that. Thanks, Rick. You got it, Rick. What you didn't expect is that we are building the first all-electric open-pit mining project in the world. Zero-emission graphite. And the best part? We're located in Quebec, Canada. Bonjour les voisins. Want to know more? Just give us a call. And cut. That's a wrap, guys. He's gonna call. He's gonna call. Hey, good job, guys. Any minute. I'm pretty sure about that. Pretty sure. Eric speaking. Ah, man. Écoute, je t'ai dit de pas m'appeler au bureau.